Madame, Monsieur, préparez les passeports et allumez les fourneaux. C'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire. Ce matin, on va s'intéresser aux habitudes culinaires de nos voisins, proches ou lointains. Qu'est-ce qu'on mange le jour N, comme Noël? Avec qui partage-t-on ce repas? Autrement dit, est-ce que c'est une fête familiale ou pas forcément? Vous allez voir. Bref. Comment est-ce qu'on célèbre Noël sur le plan gastronomique ailleurs dans le monde? C'est ce que nous avons demandé à 4 de nos correspondants que vous voyez là. Et compte tenu du décalage horaire, avec certains de ces journalistes, vous le savez maintenant, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour les recettes du jour, voici nos chefs cuisiniers, si j'ose dire. Claude Deschênes, qui nous attend à Montréal. Sandrine Mercier, qu'on retrouvera à Barcelone. Gérard Grisbeck, notre correspondant au Sénégal. Et enfin, Alexia Kefalas, qui nous donne rendez-vous à Athènes. Tout de suite, on s'envole pour Montréal, où nous retrouvons nos cousins québécois, et parmi eux, Claude Deschênes. On est à quelques jours de Noël, et j'imagine qu'au Québec, Claude, comme ici en France d'ailleurs, vous êtes dans les préparatifs du réveillon. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu chez vous? Bonjour Claude. Bonjour William. Chez nous, dans ma maison à moi, avec ma blonde et mon fils, depuis quelques années, c'est champagne sushi. C'est un petit peu différent de la tradition, parce que la tradition au Québec, c'est de manger de la tourtière, de la dinde, des attaquas, avec du ragoût de pâtes chez certains qui veulent en faire, parce que c'est compliqué, les patates pilées, le gâteau aux fruits. Vous voyez, c'est assez costaud comme menu. Et ce sont souvent des recettes de nos mères. Moi, j'ai fait mes tourtières, recettes de ma mère. Mais maintenant, le grand gourou de la cuisine au Québec, c'est nul autre que Ricardo. Et lui, il s'est fait un peu comme un point d'honneur de ramener la tradition en la simplifiant. Tout le monde cuisine du Ricardo aujourd'hui, donc c'était un incontournable pour ce reportage. Je suis allé le rencontrer à son quartier général de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, où travaillent 80 employés. Bonjour, bienvenue. Ricardo, c'est une quotidienne à la télé en français et en anglais. Une publication mensuelle, le magazine le plus lu au Québec. Un site Internet, plus de 2 millions de visiteurs par mois. Des livres de cuisine, des ustensiles, même du vin, produit en Espagne et en Afrique du Sud. There we go, showtime. Alors au réveillon de Noël, Ricardo Larrivée est aussi incontournable que le Père Noël. Je pense qu'on mange à peu près la même chose qu'on mangeait autrefois, mais on l'a pimenté avec, je dirais, des traditions nouvelles. Au fil des membres de la famille qui entrent, des voyages, des influences extérieures, de l'immigration. Dès le départ, on a jumelé des coutumes très françaises avec d'autres coutumes beaucoup plus britanniques. Notre amour des ketchup, par exemple, les tourtières à la viande, ici, on aime beaucoup ça, les Britanniques aussi. Ça nous prend la dinde de Noël, absolument. Si je disais à mes enfants, il n'y aura pas de ragoût de pâte de cochon cette année, ils me tuent. Moi, j'ai toujours gardé 70 % de vos traditions familiales, peu importe d'où vous êtes dans le monde. Ça vous reste quand même 30 % pour être créatif. Par exemple, la dinde entière, qui était parfaite pour vin, on l'a un peu revampée en faisant le rôti de dinde. Donc, on prend, nous, les deux, en fait, la poitrine entière de dinde, désossée, on conserve la peau, je fais une belle farce que je mets à l'intérieur. Ensuite, on reficelle comme un rôti qu'on va pouvoir cuire au four, trancher, servir avec un peu plus de farce, une purée et tout le reste. Donc, le geste de la dinde est encore là avec la sauce. Une année, on avait farci une dinde, mais avec un ananas, puis le feuillage lui sortait du trognon. Est-ce que c'était la meilleure idée? Non. Mais je te garantis que ça avait vraiment suscité beaucoup de conversations. Les desserts, la même chose. Des bûches, la bûche traditionnelle de Noël, qui est vraiment une tradition purement française, bien, est extraordinaire, sauf qu'on peut la faire une année au chocolat, à la clémentine, au châtaigne. On varie la bûche, mais elle demeure toujours là. Une chose est sûre, le Québécois consacre moins de temps à la préparation du réveillon. Les familles, normalement, passaient peut-être 2 semaines il y a 50 ans à préparer Noël. Maintenant, on va passer 2 jours. Mais 2 beaux jours, complets, organisés, avec souvent de l'aide de la famille et des amis. Ça, c'est les baies d'arbousier. Les recettes de Ricardo voyagent dans une 50aine de pays à travers le monde. Et lui, où souhaiterait-il passer Noël, à part au Québec? Si je pouvais vraiment me téléporter et avoir un autre Noël, je serais très, je pense, québécois dans mes goûts. C'est-à-dire que je voudrais téléporter dans une famille, genre en Normandie ou à La Rochelle ou encore à Londres.
parce qu'on est un mélange de tout ça. C'est fou ce qu'il y a de choses à manger. Le ragoût de boulettes, j'avais pas imaginé que ça puisse exister. Bon, cela dit, Claude, le repas de Noël, rassurez-moi, c'est le 24 au soir, comme ici par exemple, ou le 25 à déjeuner? Ben, écoutez, à l'époque, là, quand j'étais jeune, c'était plus que le soir. C'était la nuit, après la messe de minuit. On mangeait ces plats-là. C'était très lourd, mais on se couchait là-dessus. Et le lendemain, ben, ça continuait parce que le 25, on recevait toute la famille. Il pouvait y avoir une trentaine de personnes autour de la table. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est moins pratiquant. Il n'y a plus de messe de minuit pour attendre le réveillon. Et il y a aussi, bien sûr, ces familles qui sont moins nombreuses qu'autrefois. Mais quand même, je suis invité chez mon beau-frère le 25 et on sera une vingtaine autour de la table. Et il y aura une recette de Ricardo en passant. Ça va. Bon, comme ça, on a eu des nouvelles de toute la famille. Alors, votre blonde, j'explique, hein, sa blonde, c'est sa femme, hein, voilà. Voilà. Et puis le beau-frère, n'est-ce pas? Oui. Et encore une précision, derrière vous, sur votre épaule droite, c'est un chantier ou un village de Noël, là? Juste derrière vous. Ça a l'air d'un chantier, hein? Ben non, c'est un village de Noël. C'est le marché de Noël, le premier ici sur l'esplanade de la Place des Arts. On essaie cette nouvelle tradition très, très populaire en Europe. Ah, d'accord. On essaie ça ici. C'est un peu tristounet à cause de la pluie et le manque de neige cette année. Alors, dernière question, Claude, pour le jour de l'an, étant donné que vous avez mangé le 24, le 25, vous faites la fête, mais vous recommencez à manger ou pas? Ah ben oui, on mange tout le temps. Cependant, pour ce qui est du réveillon du jour de l'an, ça se passe plus entre amis. Maintenant, il y a des restaurants, des boîtes qui offrent des forfaits pour défoncer l'année. Et ceux qui reçoivent ont un compétiteur dans le salon parce que depuis 50 ans, la télévision de Radio-Canada présente une revue humoristique de fin d'année qui commence à 23 h et qui nous permet de passer l'année. Et ça attire, avec la rediffusion, près de 4 millions de téléspectateurs. Alors, c'est vous dire que le sujet de discussion, là, le 31 au soir et le 1er janvier, c'est l'émission qu'on a regardée et pas ce qu'il y a dans les assiettes. Alors, cette émission-là, on y reviendra. On reviendra vous voir un jour parce que ça nous intéresse. Une émission qui a 50 ans d'âge, c'est un événement qu'on ne connaît pas très bien encore chez nous. Quoique j'en connais une qui ne devrait pas tarder à faire 50 ans sans son présentateur, rassurez-vous. Merci beaucoup, Claude. Hein, et puis, joyeuses fêtes et à très bientôt. Au revoir. Merci. Allez, pour la suite des festivités, direction Barcelone. Là-bas, les fêtes de Noël sont aussi synonymes de bons repas, bien sûr. Et puis, il y a un produit incontournable que l'on retrouve sur tout état. Vous avez vu, il y a des choses différentes là-bas. Et bien là, c'est pareil. Alors, le produit en question, c'est au moment du dessert. Alors, c'est quoi? Vous demandez à Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bonjour William, eh bien c'est le Touron. Vous savez, ce nougat qui peut être mou ou craquant, plein d'amandes et de miel. C'est lui, le dessert typique de Noël, car en Espagne, les repas des réveillons varient selon les régions. Par exemple, ici à Barcelone, on mange en général un chapon farci. À Madrid, on est plutôt agneau et en bord de mer, on va manger des dorades. Seul le Touron met tout le monde d'accord. Donc en plus d'être le dessert de Noël, on l'offre aussi pendant tout ce mois de décembre aux visiteurs, aux voisins. Il existe près de 300 variétés différentes. Il a même son appellation d'origine contrôlée. Mais suivez plutôt la balade gourmande que nous avons faite avec Marion Touboul, Joseph et Jean Gordillo. Quand Noël approche en Espagne, il y a bien sûr les décorations, le sapin et le Père Noël. Mais en vitrine, celui qui attire tous les regards, des petits comme des grands, est une autre star. Une star gourmande, le Touron. Ce nougat espagnol est le roi incontesté des repas de Noël. Le Touron représente Noël pour nous. C'est notre dessert typique de Noël. Oui, c'est l'occasion de se rassembler en famille, pour le manger tous ensemble, pour profiter des fêtes. C'est une bonne excuse. Et ici, les bonnes excuses ne manquent pas. Il y en a pour tous les goûts. Celui-là est à la noix de coco. Une tradition qui ne date pas d'hier. Cette boutique de Touron est ainsi la plus ancienne de Madrid. Elle date de 1845. Ce portrait là-haut, c'est le fondateur du magasin. C'est mon arrière-grand-père. Je suis la 6e génération à travailler ici. C'est toujours resté une maison familiale. Des siècles que le Touron fait tourner la tête des gourmands.
Si cette confiserie est aujourd'hui considérée comme la plus populaire d'Espagne, le turrón provient des pays arabes. Ce sont eux qui ont apporté les ingrédients. Dans cette pâte, on met le sucre et du miel. Et dès qu'elle est bien cuite, on y ajoute des fruits secs comme des amandes, des noisettes, des noix, des raisins secs. Il y a plusieurs variations pour une même base. On appelle ça une musique ici. Et la plus célèbre des compositions, c'est cette pâte molle, faite d'amandes écrasées, qu'on appelle le turrón mou, à l'inverse de son frère plus craquant, où les amandes restent entières. Dans cette fabrique catalane, depuis 38 ans, c'est Marisol, la chef d'orchestre. Pas le temps de ralentir la cadence, 4 millions de tablettes de turrón sortent d'ici chaque année. Ici, on travaille comme dans une pâtisserie traditionnelle, mais en plus grande. Tout est fait de façon artisanale, tout est fait maison. En cette période de Noël, la fabrique de turrón tourne à plein régime, car chaque Espagnol en achète plusieurs tablettes. Prix moyen de 7 à 10 euros. Mais au diable l'avarice, certains ne veulent surtout pas en manquer. J'ai rempli mon panier de turrón. Il y en a un peu pour tout le monde, pour mes enfants, pour nous. Le seul problème, c'est que ça fait grossir. Mais difficile de ne pas succomber à la tentation quand chaque année, il y a une nouveauté à goûter. Voici le turrón à la crème brûlée. C'est un turrón mou, crémeux à souhait, exquis. Il se mange très bien et peut même devenir addictif. Un turrón qui peut même se déguster jusqu'au bout de la nuit avec sa version mojito ou gin tonic. De quoi enivrer le Père Noël et les rois mages. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Chez vous, le Père Noël et les rois mages sont en concurrence. Donc, au bout du compte, les Espagnols n'arrêtent pas de manger entre Noël et l'arrivée des rois mages, je suppose. Eh bien, c'est bien ça, William. Les Espagnols commencent à se mettre à table le 24 au soir. C'est ce qu'ils appellent ici la Nochebuena, la bonne nuit, car ils dînent copieusement toute la nuit. Ils remettent le couvert le 25. Le 28 décembre, ils fêtent les Saints Innocents. C'est l'équivalent de notre 1er avril. Alors oui, bien sûr, on fait des blagues, mais on mange aussi. Le 31, rebelote, un repas en famille. Et le 6 janvier, c'est le jour préféré des enfants. C'est l'arrivée des rois mages. Ce sont eux qui amènent les cadeaux. Alors rien de tel qu'un bon repas avec en prime la traditionnelle galette des rois. Ah oui, la galette des rois, sous cette forme-là, pas la pâte feuilletée. Bon, bref, tout ça, c'est pas très léger. Sandrine, il faudrait peut-être penser à manger, je sais pas moi, un peu de fruits. Ça pourrait être une bonne résolution pour le début de l'année, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, William, car les Espagnols commencent l'année en mangeant du raisin. Ça va, c'est sain. Le soir du Nouvel An, les places des grandes villes sont bondées. Tout le monde vient avec sa grappe de raisin, car pour se souhaiter chance et prospérité, la coutume veut qu'aux 12 coups de minuit, on avale 12 grains de raisin. Un coup de cloche, un grain de raisin. Ça a l'air de rien, mais essayez et vous verrez que l'exercice n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Merci beaucoup. Sandrine, bonne fête et à bientôt. Joyeux Noël à vous. Allez, merci beaucoup. Petite pause en France maintenant avec Julia du web. Noël se fête aussi sur la grande toile, sur Internet. Alors on y mange quoi là-bas? Alors au menu, William, c'est très simple, des articles et des conseils de partout. Le repas Noël est un énorme phénomène sur Internet parce qu'il ne se limite pas au site de cuisine. Tous les journaux, toutes les rédactions, quelles qu'elles soient, ont leurs conseils, leur site. Alors du coup, vous pouvez suivre tout ce que vous pouvez trouver comme idée sur Internet et vous pouvez aussi avoir tous les conseils de stars ou de grands chefs. Du coup, vous pouvez vous retrouver à faire un dîner avec l'entrée de Kate Middleton, le cocktail de Kim Kardashian ou encore le plat principal de Gwyneth Paltrow, le tout assaisonné des conseils. C'est quoi le plat principal de Gwyneth Paltrow? Alors, le plat principal, là vous avez les amuse-bouches de Pippa Middleton et le plat principal, c'est des huîtres gratinées au curry pour Gwyneth Paltrow, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est gratiné, comme vous pouvez dire. Donc le tout sur des conseils de grands chefs. Il y a aussi une chose qui est très importante, William, les 3 maîtres mots en ce qui concerne les préoccupations des internautes, c'est un repas facile, un repas pas cher, mais un repas traditionnel. Celui dont on dit qu'il est le menu préféré et le plus attendu des Français est la deuxième préoccupation au moment de Noël, après les cadeaux. Pour les Français, Noël rime vraiment pour 53% des sondés avec un excellent repas et c'est très important pour eux. 13% du budget de Noël en France est alloué au repas de Noël. Donc c'est très très important. Comme je vous le disais, pas cher, traditionnel et évidemment pas trop compliqué.
Bon, est-ce que vous auriez des tuyaux sur le net pour que tout le monde passe précisément un bon réveillon? Il y a ou il n'y a pas? Bah oui, vous pouvez le dire parce qu'aujourd'hui, près de 4 Français sur 10 se disent aussi stressés à cause de l'organisation, notamment du repas de Noël. Donc, je vous conseille cet article sur l'Express, comment préparer le réveillon de Noël sans stress. C'est coaché par une spécialiste de l'organisation personnelle et de la gestion du temps. En gros, les maîtres mots, c'est anticipation, répartition des tâches et organisation. Et puis, 3 applis très rapidement. Recette de Noël. Alors là, évidemment, comme vous l'avez deviné, c'est que du repas de Noël. Elle bat tous les records de téléchargement depuis quelques semaines parce qu'elle est complètement focalisée sur ce repas. Le meilleur site de cuisine très plébiscité par les internautes, c'est celui-là, 750 grammes. Et puis on termine parce que les anglo-saxons à ce sujet ont énormément de choses à nous apprendre par cette appli qui s'appelle Christmas Cookie, avec vraiment les anglo-saxons qui sont les rois du cookie Noël pour le coup. Merci Julia. Allez, notre voyage gustatif se poursuit. On va s'attabler maintenant au Sénégal, et plus particulièrement dans le nord du pays. Et avec vous, Gérard Grisbeck, nous allons découvrir une grande tradition culinaire grâce à une femme très attachée, paraît-il, à la culture locale. Et cette femme, nous l'avons rencontrée à Saint-Louis du Sénégal. Marie-Madeleine connaît tous les secrets de la ville, artiste, comédienne, journaliste, mais surtout amoureuse de sa ville, l'ancienne capitale impériale, avec son pont fait d'herbe et l'hôtel de la Poste, témoin de l'aventure de l'aéropostale avec Jean Mermoz. Mais Marie-Madeleine est aussi un cordon bleu et le poisson, elle ne l'achète qu'ici, sur la plage, directement aux pêcheurs pour le plat traditionnel des fêtes de fin d'année, le mulet à la Saint-Louisienne. Ah, tu as des mulets? Oui. C'est à vendre? Oui. Tu les vends combien? 18 000. 18 000. Non, trop cher. Faut toujours marchander? Faut toujours marchander. Par exemple, là, il me demande 18 000. Moi, je vais tout faire pour descendre avec une fourchette à 10 000. Parce que je sais que lui, c'est ce qu'il cherche. Il faut toujours casser le prix. Sur tous les produits? Sur tous les produits. Sur tous les produits. C'est une tradition. Sauf c'est une tradition, le marchandage. Marie-Madeleine poursuit ses courses sur le grand marché de la ville, car il faut trouver tous les ingrédients. C'est important de rien oublier parce que quand on oublie quelque chose, ça n'a pas le même parfum. Donc la liste est longue en fait. Oui, elle est longue. Il y a plein de choses, pommes de terre, patates douces, citron, poivre, salade, œufs. Et tous les légumes viennent d'ici? Tous les légumes sont cultivés ici. Et pour la fête de Noël, Marie-Madeleine a vu les choses en grand. Ce sont les apprentis cuisiniers de ce centre de formation professionnelle qui sont à l'ouvrage. Mais c'est elle qui donne le là. Ils ont tous écaillé les poissons. Et maintenant, ils sont en train de passer à la première phase du dème farci à la Saint-Louisienne. Donc, on coupe le poisson du côté dorsal. Il va falloir qu'on enlève l'arête centrale. C'est pour mettre la farce? C'est pour mettre la farce. On enlève la chair parce que c'est cette chair-là qu'on va piler avec la farce. C'est une opération délicate parce qu'il faut éviter les trous au risque de déchirer le poisson. On a fini les ingrédients pour faire la farce. Un petit peu de coriandre, du persil, des oignons verts et du poivron et de l'ail. Voilà. Il faut en mettre assez et commencer à le coudre. La recette aurait été apportée par les Portugais il y a 3 siècles. Depuis, le mulet à la Saint-Louisienne fait partie du patrimoine. On enfourne. Le poisson va cuire pendant 40 minutes. C'est ce plat qui sera servi le jour de Noël. Il va falloir faire les tranches, là. C'est très bon. Comme à la maison? Comme à la maison, comme chez maman. Là, ça me renvoie des années en arrière, là. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Voilà, prenez la fourchette. Alors, voilà. Je pourrais pas dire si c'est comme chez votre maman, hein, oui, mais je peux vous dire si c'est bon ou pas. Ah ouais. Je vais d'ailleurs goûter encore une fois. Ah là là là, c'est trop bon. C'est vraiment parfait. Hein. Merci. Dites-moi, Marie-Madeleine, je peux venir à votre réveillon? Mais oui, Saint-Louis, c'est le pays de la teranga. Ça veut dire l'hospitalité. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup, je vous embrasse. Merci. C'est
bien ça, merci Gérard, il s'est fait une amie. Et bon réveillon et à bientôt bien sûr. Alors retour chez nous, petite halte avec Loïc Ballet qui est notre GG. Qu'est-ce que c'est qu'un GG? C'est un globe-trotteur gastronomique. On va faire avec lui, comme il le fait parfois avec son triporteur, alors on va faire un tour des spécialités françaises, mais on va pas bouger là. Hein, non, ça vous évitera de vous abîmer le mollet. Qu'est-ce qu'on trouve sur nos tables au moment des fêtes de Noël? Mais d'abord quelques chiffres pour situer un peu ce que ça représente dans notre pays. Ah bah oui, alors effectivement, William, j'ai pris une enquête Ipsos qui date de 2012, mais qui est assez intéressante et qui en dit long sur le 24 et le 25. 88% des Français annoncent fêter Noël, ce qui est plutôt pas mal, mais il y a un chiffre qui m'attriste un peu en tant que chroniqueur gastronome. Seulement 46% vont préparer leur repas de Noël. Ah, et alors par contre, s'il y a un endroit où nous sommes premiers, c'est la durée du repas. Durant l'année, juste pour avoir un ordre d'idée, c'est 2h22 qu'on passe quotidiennement à table en France. On est les premiers. Tout confondu, les 3 repas confondus. Les 3 repas, oui. Et là, à Noël, on va passer entre 4 voire 5 heures. Ça devient une liturgie. C'est une sorte de messe, en fait, Noël, à table en France. Alors, cette idée du repas de Noël est universelle, on l'a bien compris. On le voit avec les 4 pays que nous allons visiter. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus chez nous? Ah bah alors, ce qu'il y a de plus chez nous, c'est que surtout, on a beaucoup de choses à cuisiner et à goûter, surtout. 4, 5 spécialités sur lesquelles on est finalement un petit peu... Ce sont des best-sellers. On est champion du monde sur l'escargot, le foie gras et l'huître. Je m'explique. À Noël? Ah bah oui, à Noël. En entrée, on va prendre des escargots. 35 000 tonnes sont produites d'escargots et la France en consomme les 2 tiers à Noël. Donc effectivement, c'est une grosse période. On est aussi champion du monde de foie gras, en production, mais aussi en consommation. 70% sont consommés chez nous. Et puis alors, il y a aussi l'huître qui est très inscrite dans notre gastronomie, où là, l'huître, il faut vous imaginer que les 2 tiers de la production d'huîtres en France vont être consommés durant les 2 semaines de Noël. Donc de ce côté-là, on ne chôme pas. Bon, ça c'est pour l'entrée. Ah bah oui. Pour la suite des réjouissances, des trucs très classiques aussi, on bouge pas. Avec ceci, je vous mettrai une petite dinde au marron, par exemple, qui est assez marrant parce que la dinde, elle est inscrite dans notre repas français, mais c'est finalement un élément qui a été trouvé en Amérique. Au Mexique. Ce sont les Espagnols qui l'ont découvert et les conquistadors, ils l'ont appelé la poule d'Inde parce qu'ils pensaient avoir découvert l'Inde. Et donc, c'est comme ça, c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé à l'inscrire vraiment à la table en France. Et il faut vous imaginer qu'au mois de décembre, chaque minute, on consomme 41 dindes en France. Est-ce que vous imaginez chaque minute? En 30 ans, on a multiplié par 6 notre consommation de dinde. Elle a vraiment pris toute la place sur la table. C'est bien de rappeler ça, que la poule, en fait, et comme ils avaient effectivement cru découvrir l'Inde, bah oui, la poule des India, dinde. D'où la dinde, voilà. Alors on a enlevé l'apostrophe, on a enlevé le S et voilà, on les a appelés dindes. Bon alors, ça ou le chapon, d'accord, et après la bûche... je savais que vous étiez bec sucré, donc je me suis dit qu'une petite bûche pour Noël. Alors là, la bûche est assez marrant parce que la tradition vient tout simplement que d'ordinaire, à la veillée, on participait au bois de chauffage. Donc on amenait une bûche. Et c'est au 19e siècle que les pâtissiers, alors on se bat sur la date, donc je ne me suis pas prononcé, mais c'est au 19e siècle, ce sont des pâtissiers parisiens qui ont commencé à se dire, on va créer une bûche en chocolat qui ressemblait à une bûche. Et on avait aussi cette tradition qui était en Poitou-Charentes, c'était le roulé, qui ressemble effectivement à la bûche aussi. Voilà. Oui, c'est ça, parce que le bois, ça s'achetait, ça coûtait parfois cher. Ça coûtait cher, et donc quand on arrivait chez un ami, on lui apporte des bûches. Effectivement, voilà, et sur le chariot justement des 13 desserts, on amène une bûche. Voilà. Alors, pour finir justement dans les régions, est-ce qu'il y a des traditions différentes, qu'on soit au nord ou au sud, à droite, à gauche? La Provence, les 13 desserts, les fruits confits du côté de Carpentras, on a la pompe à l'huile, vous savez, c'est cette brioche où on rajoute un petit peu d'huile d'olive et de la fleur d'oranger, des zestes d'orange, c'est merveilleux. On a aussi en Alsace les bredele, ces petits biscuits qu'on retrouve de partout sur les tables, à l'entrée des maisons. Voilà, regardez comme alors ça, ce sont les bretzels, mais les bredele, ce sont des petits biscuits à la cannelle qui sont en forme de sapin, de Père Noël, voilà. Et puis on a aussi la papillote du côté de Roanne, Saint-Étienne, Lyon, qui puis le sud-ouest, vous savez, c'est ce chocolat enveloppé dans un papier doré. Oui. Et puis on a la poularde de Bresse, chère à Monsieur Georges Blanc, voilà, du côté de la Bresse. Et puis alors, je termine avec une petite phrase de Pierre Desproges. Noël est le seul jour de l'année où les hommes se conduisent comme les oies du Périgord, mais sans se forcer. C'est pas mal comme phrase. Merci beaucoup. Allez, dernière halte de notre voyage, cap sur la Grèce. Alors là-bas, pas de bûche de Noël, excusez-moi, c'est comme ça, mais place à une galette. Mais c'est pas seulement là, la seule différence. Alessia, expliquez-nous ce qui se passe chez vous à Noël et au jour de l'an.
Bonjour William. Alors oui, effectivement, vous savez, les Grecs honorent la naissance du Christ le 25 décembre au soir, mais il n'y a pas de traditionnel repas de Noël comme en France, il n'y a pas de menu, pas de coutume de menu, et c'est surtout pas une réunion de famille, donc ça se fait plutôt entre amis autour d'une bonne table, ou alors dans un bar dans les rues d'Athènes ou dans le reste du pays. Et surtout, eh bien, le Père Noël, qui est ici la Saint-Basile, apporte les étrennes le jour de sa fête, et sa fête, la Saint-Basile, donc, c'est le premier de l'an et ça se fait donc avec une galette assez particulière. Alexia, si je comprends bien, cette tradition, elle est religieuse? Oui, alors, c'est un peu des deux, William. On peut voir que dans l'Antiquité déjà, il y avait la tradition du pain festif qu'on offrait en offrande aux dieux, comme ou à la déesse Déméter, pour obtenir santé et puissance pendant toute l'année. Donc il y a déjà cette tradition. Alors aujourd'hui, on célèbre la Saint-Basile, donc qui est le Père Noël grec. Et la Saint-Basile, c'était un évêque qui venait de Cappadoce et qui était réputé pour sa générosité inégalée. Et donc pendant la Saint-Basile, donc le jour de l'an, certes il y a les cadeaux, mais il y a surtout la fête, la galette de la Saint-Basile qui s'appelle la Vassilopita. Et cette Vassilopita a une recette bien particulière. Nous avons donc voulu en connaître les secrets dans un village très isolé qui s'appelle Anthochori et qui est situé à côté de la ville de Karditsa dans la Grèce centrale. Et c'est pour ça que je vous emmène avec nous en voiture, William, pour découvrir ce petit village et cette Vassilopita dans ce sujet réalisé avec Aris Katsiyanis. Pour mieux nous imprégner de l'esprit de Noël, nous avons décidé de nous rendre à Anthochori, un petit village isolé situé à 1560 mètres d'altitude, à quelques kilomètres de la ville de Karditsa, dans la Grèce centrale. Les camaïeux de verre sont parmi les plus peints du pays et les douceurs les plus réputées. Bienvenue dans notre beau village. Venez, rentrez. Pour Eleni, qui tient une taverne traditionnelle, comme pour tous les Grecs, préparer correctement le repas de Noël, c'est surtout tout faire pour bien commencer l'année. Car en Grèce, le Père Noël, c'est Saint Basile. Il est donc célébré le jour de l'an, le jour de sa fête. Mais avant d'ouvrir les étrennes, il faut couper la Vassilopita, la galette de Saint Basile, du Père Noël donc. Quand on était petit, on n'avait pas de sucre. Donc on faisait tout au sel, même le lait, on le buvait salé. Donc la Vassilopita chez nous est salée. Je mets la fève pour que le chanceux le soit toute l'année. Et on enfourne en faisant le signe de croix pour être béni du Christ. La recette d'Eleni est sacrée. Vous pouvez donc comprendre, William, qu'il y a plus de 300 recettes de Vassilopita à travers la Grèce. Mais au moment de la couper, il y a le même rituel partout. Il est d'ailleurs presque religieux puisqu'il honore Saint Basile, l'évêque qui a marqué par sa générosité. La première part est mise de côté pour le Christ, la Vierge et Dieu. Puis on distribue d'abord aux plus âgés, aux parents et puis aux enfants. La plupart mettaient une pièce d'or en guise de fève. Moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir. Nous avions une pièce de monnaie. La tradition veut que tout le mois de décembre, les enfants frappent à toutes les portes pour chanter les chants de Noël. Après avoir bien mangé et chanté les chants de Saint Basile, la plupart des Grecs passent toute la nuit à jouer aux cartes. Rien de tel pour la digestion. Certains se préparent donc à cette échéance pour affronter les cousins, oncles et tantes. D'autres terminent l'année comme ils l'ont commencé. Et celui qui gagne la fève, il a droit à la couronne sur la tête comme chez nous ou pas? Non, pas vraiment, William. En fait, vous savez, la Vassilopita, il y a certes une fève, mais on gagne plutôt la bénédiction de Saint Basile, donc du Père Noël grec. Et Saint Basile, en grec, c'est Vassilis et Vassilias. Le mot grec Vassilias veut dire roi. Donc, quelque part, eh bien, c'est un roi. Il a le titre, mais il n'a pas la couronne, mais au moins, il a santé et chance toute l'année. Ça a l'air assez appétissant, cette galette. Mais bon, c'est pas forcément très léger. Hein. Alors, rassurez-moi, on ne mange pas que ça, la Saint Basile.
Non, et encore, il manque les odeurs avec la télévision parce que ça sent très très bon dans le village. Et non, ce n'est pas tout. La Vassilopita, William, c'est le dessert. Avant, il y a tout un repas avec dinde, saumon, mais surtout beaucoup de gâteaux, des gâteaux sucre glace, des gâteaux au miel. Bref, beaucoup de douceur pour très bien commencer l'année. Merci beaucoup, Alexia. Je me trompe ou vous êtes en train de vous geler en Grèce? Parce qu'ici, il fait 15 degrés. Hein. Oui, bah écoutez, c'est le changement climatique, on en est tous victimes. Mais rassurez-vous, William, le jour de l'an, il paraît qu'en Grèce, il fera plus de 20 degrés. C'est donc à vous de venir nous voir. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Ben, je vous souhaite de bonnes fêtes, et à votre équipe aussi. À bientôt, Alexia. À bientôt. Très bonne fête, William. Merci. Madame, Monsieur, l'émission touche à sa fin. On va remercier nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur les repas de Noël un peu partout dans le monde avec des choses très différentes. Et les matins, c'est fini aussi pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve lundi, car vous le savez, la maison reste ouverte, même pendant les vacances. Et avant cela, avec quelques images, on va se quitter. Là, il y a des images de la semaine écoulée, bien sûr. Très bon week-end.